Bonjour. Avec quelle petite voix avez-vous grandi quand on parle du travail? Vous savez, ce truc qui nous accompagne. Je sais pas vous, mais moi, c'était « il faut travailler dur pour réussir ». L'année prochaine, je pourrais dire ça fait 10 ans que je m'intéresse aux mutations du rapport au travail. 10 ans, c'est-à-dire qu'on était en 2015 et qu'en 2015, le Covid n'était pas passé par là et que quand je venais comme ça raconter un petit peu ce que j'entreapercevais, il n'y avait pas grand monde pour m'entendre, pour m'écouter. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, force est de constater que le sujet nous réunit. Nous réunit parce que dans nos entreprises, parce que dans nos équipes, la problématique est là. On s'interroge sur comment faire pour attirer, fidéliser, engager les personnes qui travaillent avec nous. Avant, on disait les jeunes, sauf que les jeunes, ça fait longtemps qu'ils sont jeunes. Du coup, ils sont de moins en moins jeunes. Pour autant, on parle toujours des jeunes. Alors, pourquoi il y a 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à cette petite histoire, à cette petite musique sur le rapport au travail? Parce que figurez-vous que j'avais la grande chance d'avoir une vocation. Mon truc à moi, c'était les gens. J'ai grandi dans un endroit où je suis sûre que même ici, certains d'entre vous connaissent, à Creil. Qui connaît Creil? Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui connaît Creil. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Creil, c'est une charmante bourgade au nord de Paris, 50 km, dans les Hauts-de-France, comme on dit aujourd'hui. Avant, on disait dans l'Oise, la Picardie. Un peu gris, un peu tristoun comme endroit, je ne vais pas vous mentir. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir. J'attendais impatiemment mes 18 ans, mais autour de moi, je voyais plein de gens qui étaient au collège puis au lycée avec moi et qui disaient en fait, ma vie, c'est ça. Et donc, quelque part, un peu résignée. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir quelque chose en moi qui fait que j'ai l'impression que tout est possible. Et donc, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie qui consiste à allumer la petite flamme. Je l'appelais comme ça, je savais pas quel métier ça pouvait être. Les rencontres m'ont mené à démarrer ma vie professionnelle dans les ressources humaines, plus spécifiquement dans la formation. Formation aux soft skills. Vous savez, toutes ces compétences qu'on n'apprend pas à l'école. Connaissance de soi, confiance en soi, communication interpersonnelle. Toutes ces compétences qu'on n'apprend pas et qui, me semblait-il, pouvaient faire la différence. J'ai démarré dans une PME française que j'ai tout fait pour rejoindre. Candidature spontanée, le truc super chiadé, vous voyez. Et j'ai eu de la chance, ils m'ont prise. Sauf que, vous l'avez compris à travers l'introduction, finalement, j'ai fait 3 jobs en 3 ans dans 3 boîtes différentes. Donc pour quelqu'un qui savait ce qu'il voulait faire et qui avait trouvé sa voie et prise dans l'entreprise qu'elle souhaitait, ça démarrait pas si bien. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi j'ai quitté cette entreprise? Pourquoi j'ai fait 3 jobs en 3 ans pour me retrouver au bout de 3 ans dans quelque chose qui n'a plus rien à voir? Je faisais de la finance carbone dans une entreprise sociale. Vous savez, une de ces boîtes qui sauvent le monde. Alors si je reprends depuis le début, pourquoi j'ai quitté la première dans les RH? Parce que finalement, mon chef, mon manager donc, c'était le meilleur commercial de la boîte. Donc forcément, il est devenu chef. Normal, non? C'est comme ça que ça se passe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette boîte, on a perdu un excellent commercial, gagné un mauvais chef qui m'a fait fuir et pas que moi. Dans cette boîte, on avait aussi, vous voyez le curseur confiance-contrôle, très d'un côté, le contrôle. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'habitais encore à Creil et je travaillais à Suresnes. Je ne sais pas si vous voyez. Au milieu, il y a la région parisienne et il n'y a pas de verticale, enfin de tangente plutôt. Donc, si j'arrivais avec 5 minutes de retard sur un poste qui était un poste intellectuel, de cadre, je veux dire, j'ouvrais pas une boutique, j'attendais pas, quelqu'un ne m'attendait pas sur une ligne de production. Quand j'avais 5 minutes de retard, je me faisais engueuler. Idéalement, dans l'open space, naturellement, devant tout le monde, sinon c'est pas drôle. Surtout que quand j'étais en retard, en général, je travaillais déjà. Oui, parce que j'étais passionnée. Donc, qu'est-ce que je faisais dans le train? Qu'est-ce que je faisais sur mon smartphone? Dans le TER, puis le RER, puis le bus qui m'amenait pendant plus d'1 heure et demie à mon travail. Je travaillais. Donc on m'engueulait quand j'arrivais. En revanche, quand je traînais le soir, il n'y avait personne pour me féliciter. Bref, j'ai perdu le sens. J'ai perdu le sens, je suis partie, j'ai fait quelques essais. Le dernier étant cette entreprise sociale où, on sauvait le monde, mais c'est vraiment dans cette boîte que j'ai trouvé le pire. Le pire de ma courte existence professionnelle d'alors, qu'à la veille de mes 25 ans, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas les bonnes boîtes et les mauvaises boîtes, que ça, c'était un peu facile. Qu'il ne suffisait pas d'afficher une jolie raison d'être pour que ça fasse sens, ce qui se passe là-dedans. Bien au contraire. Et c'est même allé tellement loin, cette histoire, que la veille de mes 25 ans, en fait, pour tout vous dire, je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marcher parce que j'ai fait une crise d'eczéma, comme ça, beaucoup passionnément, à la folie, jusqu'à plus pouvoir poser le pied par terre.
Il me faudra des années pour me dire que j'ai fait un burn-out. Non, j'allais pas faire un burn-out, moi. Alors c'était il y a bientôt 10 ans. À l'époque, on parlait de ma génération, la génération Y, et il y avait 2 bandes, comme toujours. Hein. Les optimistes, grâce à eux, on va sauver le monde. Hein, ils ont de grandes compétences grâce à au digital, etc. Ils vont tout révolutionner, ça va être super. Puis les pessimistes, oh là là, ils sont ingérables, incontrôlables, immanageables. C'est Jeanne. 10 ans plus tard, on entend la même petite musique. Hein, pour représenter cette génération qu'alors on essayait de mettre dans une de ces cases, force est de constater que ni l'un ni l'autre. Hein. On n'a ni sauvé le monde et puis on arrive à rentrer dans les rangs, on dirait. Enfin, en tout cas, c'est plus de nous dont on parle quand on parle des mutations du rapport au travail. Alors, depuis 10 ans, dans les médias, on n'arrête pas. Hein. On n'arrête pas de parler de ce sujet, des mutations du rapport au travail. On y accole plein de termes, un peu des mots valises. Alors, on a commencé par les générations, évidemment. On y a mis les mots out, les maladies du travail. Réel ou supposé, ça c'est toujours un long débat, sans doute un peu des deux comme tout. Le burn-out. Qui fait des réels burn-out? Les gens engagés, hein. Les gens qui s'en foutent de leur boulot, ils font pas de burn-out. D'ailleurs, la population qui fait le plus de burn-out, c'est les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les managers, hein, dans l'ordre. Le bore-out. Vous voyez? L'ennui. Comme si on pouvait s'ennuyer au travail, franchement, alors que partout on entend « Oh là là, c'est de plus en plus dur, la cadence est de plus en plus dense. » Bah oui, c'est simple. Hein. Je sais pas, 3-4 petites réorganisations en l'échelle de 4 ans. Et puis on a un peu peur. Dedans, c'est pas terrible, mais dehors, ça a l'air pire. Alors je reste. J'ai plus rien à faire, mais je le dis pas. Surtout pas. Et le burn-out, vous le connaissez celui-ci? Le sentiment d'inutilité. Vous en avez entendu parler, je pense, avec un autre anglicisme, les bullshit jobs. Ces jobs de merde, littéralement, hein, vous m'excuserez. Ces jobs où on a le sentiment, la nuance est importante, d'être inutile. Sentiment d'inutilité. Ça ne veut pas dire que je le suis, ça veut dire que je le crois que je le suis. Et dans un monde de plus en plus impalpable, dans un monde où, à la fin de la journée, à travers notre travail, on ne sait pas ce qu'on a fabriqué, bah, ça prend de plus en plus de place. Les mots en out, les maladies du travail, les mots en ing, les nouvelles manières de travail. En freelance, vous voyez. Pourquoi autant de gens quittent nos boîtes pour aller bosser en freelance? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ou qu'est-ce qu'ils veulent plus? La liberté. L'autonomie. Vous croyez que c'est ça? C'est nuancé. Hein. Parce que derrière les plus 120% de freelance en France en 10 ans, il y a aussi tout ça. Hein. Tous les gens qui subissent. Tous les gens pour qui ce n'est pas un choix. Alors si je reviens sur ces gens qui, en revanche, parce qu'il y en a quand même plein, hein, qui font le choix de quitter l'entreprise, le salariat pour devenir freelance, qui cherchent la liberté, qui cherchent l'autonomie, qui se disent « youpi, je vais pouvoir faire ce que je veux » et qui finalement se rendent compte au bout de quelques temps que pire que le patron, il y a le client. Et au moins le patron, à la fin, paye le salaire. Et qui donc reviennent dans l'entreprise. Et donc on n'est pas du tout dans ce truc dont on nous a parlé. Hein, la fin du salariat, vous le voyez là. Demain, tous freelance. On a vu ces gros titres. Pas du tout. Peut-être que ce qui serait plus juste, ce serait de dire que demain, nous serons tous à un moment de notre vie freelance. Ça oui, ça je veux bien l'entendre. D'ailleurs, par choix ou pas. Vous savez aussi où est-ce qu'on voit une grosse montée en puissance des freelances? La fin de carrière. Hein. Et je dois vous dire que c'est pas toujours un choix non plus. Autre grand sujet de société. En freelance, les slasheurs, vous voyez les slasheurs? Plusieurs jobs en même temps. 2 exemples. Le banquier / pizzaïolo. Réelle histoire. Je suis banquier, j'aime mon métier de banquier, j'y trouve du sens. J'y trouve du sens pour différentes raisons. J'ai peut-être des collègues que j'aime bien. J'ai le sentiment que grâce au métier que je fais, j'aide des gens à réaliser leurs projets, leurs rêves. Tout ça, ça a un sens pour moi. Peut-être aussi, hein, il n'y a pas de mauvais sens, que j'aime la convention collective de la banque. Mais il me manque un truc. Il me manque un truc, on est dans l'ère du « et ». Pourquoi devrais-je choisir? Il me manque un truc un peu plus créatif, un peu plus manuel. Mon truc à moi, c'est la pizza. Chacun son truc. Et donc, je vais voir mon patron et je lui dis « Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un 4/5e, s'il vous plaît ?» Ah si, j'adore mon job, j'ai aucune intention de vous quitter, mais il me manque un truc. Hein, et donc, je vais le trouver dans la pizza. À la limite, ce pourquoi pas? Il nous le dit et il trouve réponse tout seul.
Bon, on n'a que à s'adapter, à dire pourquoi pas, ok, pour un 80%, je repense mon organisation de travail. Mais dans les slasheurs, il y a également les gens qui sont un peu entre deux eaux, vous voyez, hein, qui n'osent pas lâcher la première branche tant qu'ils n'ont pas fermement attrapé la suivante. Et alors là, on va voir quoi? Par exemple, l'assureur. Un assureur naturopathe. Donc là, cet assureur-là, il en a marre de son boulot d'assureur. Pour lui, ça n'a plus de sens. C'est personnel, hein. Il en a marre, et donc il veut être naturopathe. Sauf que pour gagner autant en tant que naturopathe qu'en tant qu'assureur, a priori, il faut se lever de bonne heure le matin parce qu'il n'est pas tout seul. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qu'elle va faire, hein? Il va garder son métier d'assureur, il va se former d'abord le soir, les week-ends, un petit RTT de temps en temps quand il faut passer les examens. Puis il va commencer à exercer en cachette le soir, le week-end, un petit RTT quand il y en a besoin. Jusqu'à ce que... burn-out. La boucle est bouclée. J'ai tellement donné, que je me suis épuisée. Qui est responsable? L'entreprise. Et ça, c'est pas un petit sujet, hein. Parce que avant le cumul des emplois, avant la santé physique, aujourd'hui toujours le cumul des emplois, mais dans beaucoup plus de métiers. Avant, c'était peut-être le bâtiment, on le connaissait, hein. On faisait l'employé du lundi au vendredi, et puis les chantiers à son compte le week-end. Aujourd'hui, ça existe dans de plus en plus de métiers, notamment sur les métiers qui se sont digitalisés, etc. Et on ne parle plus uniquement de santé physique au travail, on parle de santé mentale, pour décrire le monde dans lequel on vit. Voilà un petit peu ce qu'on voit dans les médias depuis quelques années. Ça n'arrête pas de nous sortir des mots valises, et on a du mal à tirer un peu, peut-être, le vrai du faux. Si on prend un pas de recul, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des visions de la réussite qui ont toujours existé. Comme tout ce que je vous dis aujourd'hui, tout a toujours existé. Mais c'est la place que ça prend aujourd'hui qui est plus importante qu'avant. Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai grandi avec l'idée que réussir, c'était faire carrière, hein. Bah oui. Gravir les échelons, avoir des responsabilités, gagner de plus en plus d'argent, pouvoir acheter une télé de plus en plus grande, ou un jour peut-être de plus en plus plate. Et un jour, comble de la réussite, un bateau. Voilà avec quoi j'ai grandi. Aujourd'hui, un nombre de personnes croissantes ont d'autres visions de la réussite. J'en mettrai deux, être utile et profiter. Être utile, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas passer 8 heures par jour à faire un job qui ne sert à rien. Le qui ne sert à rien étant très personnel, à nouveau, hein. Et profiter. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas passer ma vie à travailler. Je ne vais pas attendre la retraite hypothétique pour profiter. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, une petite rupture conventionnelle? J'aimerais bien faire une pause. Vous la connaissez, celle-ci? Elle prend de plus en plus de place dans nos boîtes, hein. Comment faire? Entre 2008 et 2022, une étude de la Fondation Jean Jaurès sur la différence, la préférence entre, en rouge, travailler plus pour gagner plus, et en bleu, travailler moins, quitte à gagner moins. Slogan en 2008, en 2022, vous voyez ce que ça donne. Donc une tendance qui s'est inversée. Même étude à 14 ans d'intervalle. 3 nuances à garder en tête. 1, c'est du déclaratif. Attention avec le déclaratif. Ça vaut ce que ça vaut. Ça nous dit juste la petite musique qu'il y a dans l'air et pas forcément les faits. Les actions qu'on va prendre. 2, quand on regarde avec un petit peu plus de nuances, les gens qui estiment que travailler est moins important pour eux qu'avant, ça ne veut pas dire que c'est pas important du tout. Il y a tout un truc un peu plus nuancé au milieu qui traduit plutôt le fait qu'on n'ait pas envie qu'on mette le travail comme quelque chose de moins central dans nos vies. Et il faut bien garder en tête que nous, les Français, hein, le travail, ça prend de la place, hein. Et culturellement, on n'est pas au milieu de l'échiquier, hein, sur le sujet. Donc, juste peut-être davantage, on y accorde un peu moins de centralité. Ça ne veut pas dire qu'on n'y accorde pas du tout d'importance. C'est différent. Et puis enfin, je suis sûre que s'il y avait la proposition violette, on choisirait ça, hein. Travailler moins et gagner plus. Ça nous dit aussi beaucoup de notre nature humaine. Néanmoins, voilà ce qui s'est passé en 14 ans. Peut-être autre chose que vous apercevez dans vos organisations, 53% des cadres du privé de moins de 40 ans n'ont pas du tout envie d'être manager, pour celles et ceux qui n'ont pas de fonction managériale. Mais alors pas du tout, c'est-à-dire que vos places
Non, non. Il est quelle heure là? T'imagines? Ils sont en train de travailler. Je veux pas leur place. Alors ça, c'est un gros sujet dans les boîtes parce que jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise libérée n'a pas fait l'unanimité. Donc vous savez, c'était le mouvement où on faisait des entreprises sans chef. Il y avait plein de choses bien à apprendre là-dedans, notamment sur l'évolution des pratiques managériales. Mais, la réalité, c'est qu'on n'est pas passé d'une entreprise avec des managers à une entreprise sans aucun manager. Donc on en a besoin, et il y a de moins en moins de gens qui ont envie de prendre la place. Bah oui, vous avez vu les emmerdes que c'est. Je dois gérer, déjà moi je suis compliqué, mais si je dois gérer 10 personnes comme moi, impossible. Je veux pas l'augmentation qui va avec, je veux pas le rôle qui va avec. Alors tout ce qu'on se dit, est-ce que c'est un truc de jeune à votre avis? Vaste question, comme le sujet n'est pas tout à fait de mettre les gens dans la case du jeune ou de pas jeune. On va volontairement faire le pas de côté sur cette notion. Il y en a une courte minorité ou une petite majorité, je ne sais pas trop, qui a dit non. Je suis assez consensuelle. À chacune de mes questions, ça peut être oui et non. C'est pratique. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Nous serons toujours un petit peu d'accord. Est-ce que c'est un truc de jeune? Oui et non. Et je vous propose de commencer par non, parce que c'est important. Parce que même s'il y en a parmi vous qui m'ont dit non, 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 ceux-là même qui ont dit non, est-ce que vous pouvez me jurer que jamais vous ne tenez le propos? À la machine à café, le soir en rentrant à la maison, vous savez ce truc qui dit « Ils sont chiants, c'était mieux avant ». Donc même si rationnellement on se le dit, en fait on le pense, et pas qu'une fois par an. On le pense, et je dois vous dire que si ça arrive, c'est tout à fait normal, vous êtes des humains comme les autres, et c'est peut-être plutôt juste un biais cognitif. Vous savez, un biais cognitif, c'est les pièges que nous tend notre cerveau, qui nous fait croire que c'est une réalité. Alors que non, bien sûr que non. C'est une vue de l'esprit. C'est comme quand vous achetez, je sais pas moi, une nouvelle chemise, une nouvelle voiture très originale, vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je suis unique !» et que tout d'un coup, vous vous rendez compte que tout le monde a la même voiture ou la même chemise que vous. C'est pas vrai, ce n'est pas un complot, c'est plutôt que notre cerveau filtre l'information et ne retient que ce qu'il a envie, que ce qu'il peut, que ce qui lui est utile, que ce qui vient peut-être confirmer ce qu'il pense. Biais de c'était mieux avant, si vous en voulez une illustration, j'ai pas mis cette image pour le plaisir, mais bien parce qu'en 400 avant Jésus-Christ, ces messieurs disaient la même chose que nous. Socrate en 400 avant Jésus-Christ qui nous dit que les jeunes d'aujourd'hui, donc les jeunes aiment le luxe, méprisent l'autorité, bavardent au lieu de travailler, ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce. Très contemporain. Quand j'étais au collège, à Creil, mon prof principal disait ça. Des années après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, plusieurs options. Il m'a menti. Le bougre, c'est pas sympa. Il est dans le déni. Lui non plus se levait pas, mais il a oublié. Ou alors, je sais pas moi, ça change tous les 10 ans. On se lève pas, on se lève pas, vous voyez. En tout cas, j'étais un petit peu surprise. Et encore, après, quand j'ai découvert la suivante de Polybe qui dit que les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent, la paresse par-dessus le marché, qu'ils ne veulent plus se marier ou s'ils se marient, élever une famille. Là, j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère. J'ai 13 petits-enfants. Sérieusement, il n'y en a pas un qui va se marier. Ben non, mais regarde les tiens. Ils ont tous divorcé. Nous, on va garder l'argent, on n'est pas bêtes. 400 avant Jésus-Christ. Si, dans votre quotidien de travail, vous vous dites « Oh là là, c'était mieux avant, oh là là, les jeunes, c'est plus ce que c'était », je dois vous dire qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit davantage votre biais cognitif plutôt qu'une réalité factuelle et indéniable. Et c'est important, parce que ça commence là, de pouvoir rassembler les mondes. Ça commence là, de pouvoir trouver des solutions aux problématiques qu'on vit, d'attractivité, d'engagement, de rétention des talents, des jeunes et de tous les autres. Parce que quand on le pense, il y a un truc magique là entre nous les humains, c'est que après ça se traduit dans des gestes et donc les autres le voient. Des gestes plus ou moins perceptibles, des remarques, des haussements de sourcils, des choses comme ça qui font que finalement ça se sent, même si on ne le dit pas. Mais il y a quand même quelques différences à ne pas nier entre les jeunes et les gens jeunes depuis plus longtemps que les autres. Je pourrais en sortir plein, je vais m'attarder sur 2. Quand je suis jeune, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça pourrait être une définition de la jeunesse?
Je suis jeune tant que mes choix n'engagent que moi. J'ai pas d'enfant, j'ai peut-être pas encore d'emprunt. Donc si je suis pas content, si je trouve pas de sens dans ce que vous me proposez dans mon travail, c'est facile. Plus qu'un autre, je peux partir. C'est quoi la différence? C'est qu'aujourd'hui, en 2024, on est jeune pendant plus longtemps qu'avant, au sens de cette définition. Bah ouais, l'âge moyen du premier enfant, l'âge moyen du premier crédit, vous voyez? L'âge moyen à partir duquel les gens font des choix qui n'engagent plus que recul. C'est factuel. Alors bien sûr, à nouveau, sujet très nuancé. Si je prends mes cousins bretons qui sont restés à la ferme familiale, bien sûr qu'ils ont fait des enfants bien avant. Bien sûr qu'il y a encore 10 ans d'écart entre eux et moi pour l'âge du premier enfant. Mais au global, dans la société, tout ça recule. Ça fait qu'on a un nombre croissant de gens qui, à un moment donné, si ça leur convient pas, c'est plus facile pour eux de se dire « je pars ». Quand j'ai 25 ans aujourd'hui, je connais que le monde du travail post-Covid. Quand j'ai 25 ans, il est probable, si j'ai fait des études, que j'ai fait des télé-études, que probablement même j'ai fait un télé-Erasmus, vous voyez, ou comment louper la meilleure année de sa vie. Et du coup, après, j'arrive dans l'entreprise. Et alors là, j'ai le choix. Soit je tombe dans un endroit où on a dit badere pro satanas, toujours dans la nuance. Le télétravail, si mes emplois le permettent, c'est niette. Vous savez, un petit peu à l'américaine. On a dit oui, tout le monde en télétravail, c'est le futur. Puis après, on a dit dormez au bureau. Donc soit j'arrive dans ce type d'entreprise-là et je comprends pas, je me dis mais c'est d'un autre temps. Soit j'arrive à l'inverse, peut-être aussi dans des entreprises, parce que vous savez qui veut le plus de télétravail? C'est pas les plus jeunes. C'est nous. Quand on a des enfants, que du coup on habite un petit peu plus loin des centres-villes où peut-être on travaille, parce que c'est mieux d'avoir de la place. Donc on met plus de temps à aller au boulot. Et puis, quand je dis c'est nous, on a peut-être la chance, je sais pas moi, d'avoir un pied-à-terre au Pilat, au Ferret, tout ça, sur le bassin. Bon, c'est nous qui préférons le télétravail, faut pas se mentir. Et donc il y a une autre réalité qui est de ces jeunes qui arrivent dans les entreprises et qui en fait ont plus de repères. Comment on me forme? Comment j'apprends? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi j'habite encore dans ma cage à poules, donc j'aimerais bien venir au travail, mais il n'y a pas d'ambiance. Il se passe rien. Sur ce sujet, en fait, là j'ai parlé des gens qui peuvent faire du télétravail, des populations qui peuvent le faire. Il y a tous les autres qui peuvent pas le faire, et c'est la grande majorité. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent je suis le dindon de la farce. Je suis le dindon de la farce? Moi, je dois venir. Moi, en plus, je les vois, tous les autres, là. Ils n'arrêtent pas de dire télétravail, 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 et puis maintenant, ils demandent la semaine de 4 jours. Je suis le dindon de la farce. Et donc, dans les entreprises, je vois, je ne sais pas où vous êtes, j'ai vu qu'il y a eu Michelin, notamment, toutes ces boîtes dont la réalité, c'est que 80% des collaborateurs sont en production, sont sur le terrain, sont sur des postes opérationnels, ça crée aussi des sacrés défis. Et c'est pas facile à résoudre, parce que si on répond aux uns, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus attirer les autres? Bon, ça ouvre le sujet. Est-ce que si c'est pas un truc de jeune, en tout cas oui et non, est-ce que ce serait pas un truc d'enfant gâté? Qui dit oui et non? Si on pense que c'est un truc de jeune, ce dont on parle, en filigrane la question du sens du travail, c'est qu'on se trompe de définition. La question du sens, c'est ni un truc de jeune, ni un truc de bobo. Si on en revient à la définition, c'est ce sentiment de cohérence entre mes besoins et ma réalité. Je trouve du sens au travail parce que mes besoins rencontrent ma réalité. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est universel. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue des animaux. Dans toute expérience, y compris les plus difficiles de l'humanité, on se raconte des histoires. Pourquoi on se raconte des histoires? Arrêtez de me faire croire que vous êtes des êtres rationnels. Arrêtez de vous faire croire que vous êtes des êtres rationnels. Nous sommes des êtres émotionnels. Et donc, dans tous les moments de l'humanité, on se raconte des histoires. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un sens. La question, c'est qu'est-ce qui donne du sens à chacun d'entre nous? Alors si on le prend comme ça, on voit que c'est pas un truc de jeune, que c'est pas un truc de bobo. Si on le prend, d'ailleurs ça concerne environ 92% des gens qui se posent la question du sens de leur travail ou qui aimeraient trouver plus de sens dans leur travail, donc un peu plus de 9 sur 10, c'est pas neutre. Mais si on le voit par un autre angle, ça va vous rappeler des souvenirs.
Si on le pense comme ça, c'est là qu'on croit que peut-être c'est un truc de bobo. Et admettons, prenons-le comme ça. La pyramide de Maslow adaptée au travail, la question du travail qui donne un sens à ma vie serait évidemment en haut. Le sujet, c'est quoi? Si je prends le monde il y a 100 ans, les gens qui étaient en haut dans la pyramide, là, fallait bien les chercher. Fallait bien les chercher. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, quoi qu'il se passe, mais il fallait bien les chercher. Si je prends le monde aujourd'hui, ça pourrait représenter ça. Il y en a un peu plus qu'avant, mais ça reste une minorité. D'ailleurs, ma pyramide pourrait être d'une autre forme qu'une pyramide. Et si je prends la France et les pays développés aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nombre croissant de gens qui sont dans ces sphères-là de la pyramide, malgré tout. On n'a jamais eu autant de Bac+5. On a un marché de l'emploi qui se porte bien, en tout cas mieux que depuis un certain nombre de dizaines d'années. On nous parle de l'IA, mais l'IA n'a pas tout remplacé, loin de là. Les boîtes ont encore besoin de compétences. Et donc, avec tout ça, et je pourrais citer plein d'autres facteurs, on a un nombre croissant de gens qui démarrent dans le travail ici. Moi, je viens d'une lignée, parce que ça change vite, d'agriculteurs bretons. Mon père, c'est celui qui a dit « c'est mort ». Franchement, c'est pas une vie d'être agriculteur. Donc je pars de la ferme, je vais à Creil. Magnifique. Sauf que il a fait carrière, comme on dit, et donc moi, derrière, j'ai eu le monde comme un terrain de jeu. En 2 générations, on n'était plus sur la terre battue de la ferme à l'intérieur de la maison. Moi, j'avais une super télé. Et à votre avis, où est-ce que j'ai commencé dans la pyramide de Maslow? Ma vie professionnelle. Certainement pas en bas. Un peu au milieu, là. Comme dit un de mes collaborateurs que j'ai paraphrasé, que j'ai gardé en punchline, quand on a vécu comme ça, et donc on parle aussi peut-être de vos enfants, pour nombre d'entre vous, il me dit, le travail, c'est comme un jeu vidéo. Au pire, si tu perds, tu rentres chez ta mère. D'ailleurs, on appelle ça les salariés boomerang quand on est dans l'entreprise, qui s'en vont, qui reviennent, et puis dans les familles, peut-être les tanguis, je crois, qui partent et qui reviennent. Oui. Moi aussi, pourquoi j'ai pu me permettre de poser ces démissions-là? Alors, je suis pas retournée chez ma mère, j'aurais vraiment eu mal aux fesses de devoir le faire. Mais je savais très bien au fond de moi que si c'était la merde, je pouvais toujours retourner là-bas. Et ça change tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les entreprises, dans les équipes, plus vous avez des gens qui sont hauts, plus s'ils ne trouvent pas de sens dans leur travail, ils partent. Parce qu'ils ont le choix ou parce qu'ils ont le sentiment d'avoir le choix. Plus ils sont en bas de la pyramide, plus s'ils ne trouvent pas de sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent. Ils restent, mais ils se désengagent. Dit autrement, on a le choix entre la peste et le choléra. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je vais vous proposer de résumer en 4 points clés ce qui peut faire la différence. Qu'est-ce qui, si dans vos entreprises, vous avez en ce moment des problématiques d'attractivité, d'engagement, de rétention, peut-être peut vous permettre d'améliorer ce que vous vivez. 4 points. 1, je crois qu'il faut miser sur l'engagement. Je crois qu'il faut arrêter de parler de fidélisation, de turnover. Il faut arrêter même il faut rayer cet indicateur de la liste des indicateurs que l'on suit dans les entreprises. Quand je parle d'engagement, je parle de ça. Des collaborateurs, des employés, des coéquipiers, des collègues qui sont impliqués, qui sont enthousiastes dans leurs fonctions et qui donc entraînent la performance, l'innovation. Je sais pas vous, mais moi, dans mes équipes, je m'en moque un petit peu d'avoir des gens qui restent pendant 10 ans, voire même 5 ans. Ce que je veux, c'est que le temps qu'ils sont là, ils ont envie d'être là, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer au projet collectif qu'on défend ensemble. Donc, je sais pas vous, mais moi, c'est ça qui m'intéresse le plus que la rétention. Et il vaut mieux regarder ça parce qu'en fait, on n'a pas le choix. À travers tout ce qu'on vient de se dire, on est finalement passé de ça à ça. On est passé d'un monde assez linéaire où on faisait des études, un travail, et puis à la fin, on avait une retraite, à un monde complètement chaotique. D'ailleurs, on peut difficilement le nier au vu des multicrises que nous vivons depuis quelques années, où les études sont obligées de se réinviter au fur et à mesure de nos vies professionnelles. Oui, il faut se reconvertir, il faut se remettre à la page. À l'échelle de ma courte existence professionnelle, j'ai vécu naissance et mort d'un métier en 10 ans. Il y a 10 ans, les consultants en SEO, vous savez, référencement web, ça n'existait pas beaucoup. Aujourd'hui, ils sont morts. Au profit de quoi? ChatGPT.
vie et mort d'un métier en 10 ans, ça laisse présupposer ce qui va se passer. Donc bien sûr, les études s'invitent dans le travail. Le travail, on n'est pas tous freelance, c'est ce qu'on s'est dit déjà. On va passer d'un statut à un autre, d'un métier à un autre, d'une entreprise à une autre. Parfois, ce sera par choix. J'ai des aspirations, ça me convient plus, j'ai envie de tester autre chose, mille et une raisons. Je déménage, je suis mon mari, ma femme, mes enfants. Et puis au milieu, j'aurai des périodes de pause. Choisi ou subi, exploration, transition, c'est ce qu'on voit là. Donc puisque nos parcours vont être ça, si on continue à regarder le taux de turnover, le taux de départ, on va se faire mal. Hein. On va se faire mal. On sera forcément, avec tous les efforts qu'on peut faire, moins bon qu'avant. Le seul truc qui ferait sens, ce serait de se comparer vis-à-vis de ses concurrents. Mais comme les concurrents ne disent pas la vérité, essayons de regarder quelque chose qui nous concerne nous avec nous-mêmes. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas le taux de turnover, ce sera plutôt le taux d'engagement. Ce qui est intéressant avec l'engagement, c'est que quand on a des collaborateurs qui sont engagés, quand on crée les conditions de l'engagement, on crée un cercle vertueux. Les gens, in fine, restent plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils restent pour toute leur vie. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'ils restent plus longtemps. Qu'ils restent plus longtemps et que quand ils partent bien. J'adore les experts comptables. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait très longtemps qu'ils ont des problématiques dans ce secteur. Il y en a d'autres, vous êtes un peu nouveaux dans la question des problématiques de recrutement, d'engagement, de rétention. Dans votre métier, ça fait longtemps. Et en plus, c'est des métiers avec une expertise énorme. Donc, c'est compliqué de regarder le sujet comme ça. On prend des gens, on les forme, ils deviennent enfin à peu près bons, ils partent. C'est pas pareil d'avoir des gens qui partent en octobre-novembre, vous voyez ? Oui. J'ai un projet perso, là, on part avec ma copine, on part, je ne sais où, là, à Annecy. On va vivre à Annecy. Oui, ben, bien sûr que c'est la période fiscale. Bien sûr que j'ai un préavis de 3 mois, mais je suis pas motivée. Hein. T'es bien conscient de ça, je suis vraiment pas motivée. Donc soit on arrête maintenant, bons amis, soit ça va pas être sympa. C'est pas pareil d'avoir un collaborateur qui fait ça que d'en avoir un qui vous dit « Ok, je pars, mais t'inquiète pas, je pars en mai, en juin, je te le dis maintenant, on a 6 mois, 7 mois, 8 mois, je prépare, on recrute, je forme, je transmets mes dossiers, et puis on se quitte bons amis. » Il y a quand même une énorme différence. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est engagé et il y en a un autre qui s'en fout. Donc quand on a des gens engagés, ils restent longtemps, mais en plus, quand ils partent bien, mais en plus... au dîner du vendredi soir, au bar, dans l'écosystème local. Ils parlent de nous en bien sur Internet aussi, parce qu'aujourd'hui c'est ça, on n'est qu'au début de la notation des entreprises sur Internet. Les glaces d'or et compagnie, ce n'est que le début. Donc quand ils partent bien, et quand ils sont là, ils parlent de nous positivement. Tout ça, bien sûr, au service de la performance. Et pour ceux qui aiment les chiffres, je dois vous dire qu'il paraîtrait qu'au global, le désengagement coûterait 3 fois plus cher que le turnover. 3 fois plus cher, bah oui, le turnover, on voit. C'est le coût du poste vacant, les contrats qu'on peut pas honorer parce qu'on n'a pas les gens. C'est quoi ? C'est le coût du cabinet que l'on mandate. Le désengagement, c'est un peu plus subtil. D'ailleurs, la grosse partie du coût du désengagement, c'est juste des gens qui donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, qui utilisent leur créativité et leur intelligence pour faire semblant de travailler, voire qui disséminent des énergies négatives dans notre entreprise. Et le lien avec la rentabilité a été démontré par nombre d'études. Alors, il faut miser sur l'engagement. Je vous ai dit 4 points. Qu'est-ce qui crée de l'engagement ? Vous m'avez vu venir, le sens. Le sens, je pourrais vous sortir plein d'études sur le sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est votre vécu. Regardez, quand est-ce que vous avez trouvé du sens dans votre travail ? Vous étiez plus engagé, il n'y a pas de secret. On l'a tous vécu, on l'a tous ressenti. Quelque part, sur mon schéma, c'est comme si le sens était là, dans les choses de lien, dans les liens de cause à effet. C'est quoi le problème avec le sens ? C'est que ça veut rien dire. Absolument rien dire. On parle de sens, mais ce qui fait sens pour vous, c'est pas la même chose que ce qui fait sens pour moi. D'ailleurs, si vous testez après mon intervention, retournez-vous vers vos voisins de droite et de gauche, demandez-leur qu'est-ce qui fait sens pour eux dans leur travail. Vous avez beau être dans la même boîte, il y a fort à parier que ce ne sera pas la même chose. Et en plus, ce qui fait sens au travail pour chacun d'entre nous, ça change dans le temps. Alors, comme c'est une dimension extrêmement complexe à attraper, chez So Many Ways, on s'est attelé à essayer de cartographier le rapport au travail et le sens au travail. Dans le temps qui est le mien aujourd'hui, je vais vous en donner une ébauche. Normalement, une fois que c'est posé, c'est intuitif.
5 modes de rapport au travail qui ont chacun leur levier d'engagement parce que chacun leur manière de trouver du sens dans le travail. En mode ascension, le travail comme moyen d'avoir une position sociale. La vision de la réussite traditionnelle. Vous la connaissez, celle-ci? On en a parlé. Quand je suis en mode ascension, qu'est-ce qui va donner du sens à mon travail? J'ai des perspectives. On m'accompagne à développer mes compétences. On n'a pas peur que je prenne votre place. Parce que ça existe. Vous savez, le manager qui fait l'entretien pro, l'entretien où on parle carrière avec un collaborateur qui lui dit « j'aimerais bien être manager » et qui ne le note pas. Y compris dans ma petite boîte d'une 20aine de collaborateurs, ça existait. Qu'il ne note pas parce qu'il a peur que cette personne prenne sa place. Meilleur cas pour que cette personne, enfin meilleure manière pour que cette personne aille voir ailleurs. Le mode ascension. Le mode équilibre. Le travail comme moyen de vivre ma vie. Quand je suis en mode équilibre, qu'est-ce qui donne du sens à mon travail? On ne me dit pas, vous savez ce truc un petit peu old school, on va se dire les choses. 17h45, t'as pris ton après-midi? C'est fini ça. On me dit, t'as atteint ou t'as pas atteint les objectifs. Alors bien sûr, une fois que je dis ça, je sais que selon les métiers, c'est plus ou moins facile à faire, mais ne prenons ça, pas ça comme une excuse. Il y a plein de métiers où on sait si la personne elle a été performante ou pas. Et d'ailleurs, en France, on est quand même les rois du présentéisme encore aujourd'hui. Dans un certain nombre de pays, dans les pays du Nord, les ministres vont chercher leurs gamins à l'école. Ils sont pas moins bons que nous. Donc, mode équilibre, la meilleure manière de désengager quelqu'un qui est dans ce mode-là, c'est de maintenir cette petite musique. C'est de ne pas regarder la performance, mais de regarder un certain nombre d'autres indicateurs qui sont peut-être pas les plus pertinents. Le mode, au global, n'a rien à voir avec la performance. On peut être dans n'importe quel mode de travail et être bon ou être pas bon. D'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a dit « Mais Anaïs, c'est horrible. Je me suis rendu compte que ma directrice commerciale est en mode équilibre. » Je dis « Ah bon, pourquoi c'est horrible? Elle est nulle ?»« Ah non, elle est super. Hein. C'est la meilleure que j'ai jamais eue, d'ailleurs. » Donc, quel est le problème? Mais si elle n'était pas en mode équilibre, elle serait encore meilleure. Ou peut-être que c'est parce que elle est dans ce mode-là et qu'elle y trouve un écho chez toi, dans ton entreprise, qu'elle est bonne. Croyance. Le mode transformation, le travail comme moyen de changer son entreprise. Quand je suis dans ce mode-là, ce qui m'anime, ce qui donne du sens au travail, pour moi, c'est que avant moi, après moi, c'est pas pareil. Avant moi, après moi, chez KPMG, chez Michelin, chez Airbus, je crois que j'ai vu, il y a quelque chose qui a changé. Ça peut être un ouvrier sur une ligne de production comme un grand dirigeant, le mode transformation. La meilleure manière, on peut se le dire aussi en creux, de désengager, de faire perdre le sens à quelqu'un qui sera en mode transformation, c'est facile. Vous savez, vous êtes pressé. On est pressé, non? On n'a pas le temps. Le mal du siècle, on n'a pas le temps. Donc on passe comme ça, et puis il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai une idée ». On ne l'écoute pas, ou à peine. On passe à autre chose. Et alors, 6 mois plus tard, si vous posez ma question magique, celle qui permet très facilement de savoir dans quel mode est une personne en ce moment, si vous lui demandez à quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu ces 6 derniers mois. Parce que la reconnaissance, c'est comme le sens, hein, ça ne veut rien dire. On met tous dans nos baromètres d'engagement, dans nos baromètres de satisfaction comme indicateur, là, la reconnaissance, souvent, c'est mauvais. Ça ne veut rien dire. Donc, à quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu? La personne, là, elle dira « reconnu » ? Je ne sais pas. En revanche, je me rappelle que le 4 décembre, à 10h32 de l'après-midi, quand je t'ai dit cette idée, et que tu ne m'as même pas regardé, même pas écouté, que tu ne t'es pas arrêté, là, je m'en souviens comme si c'était hier. Nous sommes des êtres émotionnels, nous filtrons les choses au prisme de nos besoins, de nos vécus, et donc c'est ça que cette personne se rappellera. Un autre, pour qui ce n'est pas le levier, oubliera. Le mode impact, le travail comme moyen de changer le monde. C'est la vision du sens qui est beaucoup véhiculée par les médias. Sens au travail égale grande cause écologique, grande cause sociale. C'est une des manières de trouver du sens dans son travail, et ce n'est pas la seule. Sont-ils tous dans les ONG en mode impact? Pas du tout non plus. Le mode n'est pas égal au secteur. En plus, comme le mode change, j'ai jamais vu un codir avec moins d'impact que dans une grande ONG française d'ailleurs. Introspection.
le travail comme moyen d'expression personnelle. Quand je suis en mode introspection, ce qui va donner du sens à mon travail, c'est que je peux apprendre, me développer des choses qui m'intéressent. Ça va être par exemple quelqu'un qui est sur un poste en RH, exemple vécu, et qui va vouloir demander une formation ou se développer par exemple sur des compétences d'innovation par le design. Sur le papier, ça n'a rien à voir. Non. Alors qu'en réalité, elle, non seulement c'est un moyen d'engagement, si elle est bonne, peut-être que d'accepter ce petit pas de côté dans la formation peut être intéressant, mais en plus, c'est pas si déconnant que ça. Un peu d'innovation par le design dans les RH, ça ferait pas de mal. 5 modes de rapport au travail. Un modèle. Qui dit modèle dit une représentation de la réalité. Forcément fausse. Vous êtes tous singuliers, vous êtes tous uniques. Nous sommes tous uniques, nous ne sommes pas une case. Mais si on crée des modèles, c'est pour arrêter de faire ce qu'on fait tous, naturellement. Oui, moi, il y a un mode que je connais très bien, j'y ai passé la majeure partie de ma carrière. Il y en a 2 autres que j'ai pu visiter à l'occasion, mais alors les 2 autres, ils ne me parlent pas. Je ne les comprends pas. Et donc, dans mon rôle managérial, je suis incapable, et pas par mauvaise volonté, de nourrir ce levier de sens-là. Parce que je ne le comprends pas. Donc voilà à quoi sert un modèle, et donc on n'est pas un mode, on est plutôt un degré de matching avec chacun des modes. Et comme ça change, je vous le disais, le sens tout au long de notre vie, on change de mode. Alors j'ai insisté sur le sens individuel, c'est de ça dont on parle. Chacun a sa perception du sens. Ça n'exclut pas l'importance du sens collectif, qui devrait peut-être même être encore en premier, mais qui n'est plus suffisant. C'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, dire le sens collectif, vous savez, c'est la grand-messe. Voilà qui on est comme boîte, voilà notre histoire, voilà pourquoi on existe, voilà vers où on va, notre ambition, notre stratégie, voilà comment on y va. Et voilà à quoi vous servez chacun dans ce navire-là, et voilà pourquoi on va faire ce qu'on va faire. Ça reste important, mais ce n'est plus suffisant. Parce qu'aujourd'hui, chacun à l'intérieur, comme les consommateurs que nous sommes, vivons le travail et consommons le travail. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas le sujet. C'est ce qu'on vit et c'est ce à quoi, à travers nos fonctions, on doit s'adapter. Qui a la responsabilité du sens au travail? Je vous dis qu'on doit s'y adapter. Vous, moi, nous. Ça ne veut pas dire que je pense que nous en avons la pleine et entière responsabilité. Ce sujet du rapport au travail, de l'adaptation au rapport au travail est une responsabilité partagée, une co-responsabilité. Et si on veut être en mesure de l'adresser au sein de l'entreprise, il faut agir à tous les niveaux, comme d'hab. Plus facile à dire qu'à faire, mais pour autant, la réponse, elle est forcément systémique, comme à tout sujet complexe. Elle est systémique, et si je prends la responsabilité des dirigeants, des comités de direction, vous, quoi. Sur ce sujet, c'est quoi? Impulser, penser le futur. C'est pas simple ce qu'on vit. Et si vous croyez que ça va s'arrêter, qu'il suffit juste d'attendre un petit peu, que les courbes du chômage changent, tout ça, vous voyez, surtout pas changer, juste attendre que ça passe, c'est sans doute qu'on oublie une petite chose dans l'équation, c'est la courbe démographique. Et donc a priori, je suis pas une spécialiste de la démographie, mais je lis des gens qui le sont, et ils sont tous d'accord. Ça ne va pas s'arrêter pour ces raisons-là. Donc on a un enjeu à se poser la question, et comme le sujet est complexe, parce qu'en fait, c'est quoi le défi? C'est ça, Vous me pardonnerez l'oxymore. On ne peut plus dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pour tout le monde pareil. Et si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs. Parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'un certain nombre de personnes, et c'est toujours pareil, c'est toujours ceux qu'on n'a pas envie de voir partir, aillent voir ailleurs. Mais on ne peut pas non plus dire, ce n'est pas mon propos, oui, tu fais ce que tu veux, puis toi aussi, toi c'est ça ton besoin, tu fais comme tu veux, puis toi aussi, puis toi aussi, puis toi aussi, puis toi aussi. Ça ne fonctionne pas non plus. Et donc il y a une espèce d'entre-deux à trouver, standardiser la personnalisation, avoir un cadre collectif qui s'applique, qui sert de garde-fou, mais à l'intérieur duquel il y a des options, qui permettent en fonction de ces moments de vie, d'adapter la place du travail, en fonction de ce qui est le plus important pour nous, en fonction de quels sont nos besoins prioritaires, en fonction de qu'est-ce qui va donner du sens aujourd'hui à notre travail. Dit autrement, je ne crois pas que la semaine de 4 jours soit la solution. C'est penser dans le monde d'aujourd'hui, dans le paradigme d'avant. La même chose pour tout le monde. Dit autrement, je pense qu'on est beaucoup plus à devoir choisir
entre différentes options en fonction des moments de notre vie au sein d'une même entreprise, plutôt que la semaine de 4 jours pour tout le monde. Standardiser la personnalisation, dit autrement, c'est quoi? C'est très simple, hein, derrière ces grands mots-là. C'est, tu as le choix entre le Asus 422 ou le Mac X13. C'est pas, voici le catalogue, choisis ce que tu veux. C'est ça, standardiser la personnalisation. Ça existe déjà dans plein d'entreprises. Et je crois que c'est une des clés de demain. Et comme c'est pas évident, il faut commencer maintenant à se poser la question. Alors bien sûr, si on n'a pas de problème, il ne faut pas s'en créer. Mais si aujourd'hui, dans notre secteur, dans notre entreprise, on se dit, on a des enjeux, on n'arrive pas très bien à les adresser et qu'il faut faire un pas de côté, voici un des axes que je vous invite à réfléchir en quotidien. Et puis, on est quand même en train de se dire que les gens ont chacun leur levier de sens personnel et que ça change dans le temps. Bref, c'est l'enfer, hein. Donc on a quand même un énorme enjeu à ce qu'on manage, à ce qu'on devienne manager pour les bonnes raisons. Vous savez, les bonnes raisons, c'est pas le statut, la rémunération. C'est parce qu'en fait, on aime ça. On aime accompagner le développement des gens. On aime essayer de trouver comment faire cheminer, se développer des personnes dans un cadre collectif, des individus dans un cadre collectif. On aime trouver ces astuces-là, construire ça. Donc, grand défi que de passer, comme dans beaucoup de secteurs, à le manager, c'est le meilleur expert. Comme mon commercial, dans ma première boîte. Ouais, oui, il maîtrise parfaitement la technique. Il faut que ce soit le chef. Et peut-être une autre voie aussi. Alors pareil, on pourra en parler après dans vos questions parce que ça dépend des secteurs d'activité. Tout n'est pas tout blanc, tout noir à nouveau. Mais voilà pour les 2 défis des dirigeants, des comités de direction que vous représentez ce soir. Et puis vous n'êtes pas que des dirigeants et des comités de direction, vous êtes aussi des managers. Et donc la responsabilité managériale pour vous et pour toutes les autres personnes dans vos équipes qui ont des fonctions de management, c'est de parler aux gens. C'est bête, hein? C'est bête, mais c'est pas si simple. Vous savez, le grand entretien annuel où on attendrait une fois par an, quand il a bien lieu, pour pouvoir se dire les choses. D'ailleurs, on y va tous à reculons. Oh, qu'est-ce qu'il va me dire encore, ce collaborateur? Je vais pas être entendu. Ça ne peut plus fonctionner parce qu'à travers ce qu'on se dit, c'est le meilleur moyen de passer à côté de tous les signaux faibles qu'on peut avoir tout au long de l'année. De nombreuses entreprises, parmi les plus innovantes en termes de management, l'ont compris depuis très longtemps, honnêtement. Une boîte qui a, il y en a d'autres, mais qui est très attractive encore aujourd'hui, qui s'appelle Decathlon. Une fois par mois, ils font des conversations. Comment ça va? Sur quoi je peux t'aider? Comment ça se passe en ce moment? Je dis pas que c'est une fois par mois partout. Et on parle de boîtes dans le retail, hein, donc un manager pour 20 sur le terrain. Si eux y arrivent, je pense que d'autres peuvent y arriver. C'est pas du temps de perdu parce que le problème qu'on ne met pas 10 minutes à résoudre aujourd'hui, il nous prendra 1 heure la semaine prochaine, 3 jours le mois prochain et puis une démission dans un trimestre. Hein, c'est ça la réalité. Donc quand on est, et je sais, j'en fais partie, en train de se dire on n'a pas le temps, vous savez, vous avez peut-être déjà vu cette image où vous courez là avec une charrette et puis il y a quelqu'un qui vous tend une roue et vous dites non, j'ai pas le temps. C'est ça qu'on vit. Et puis enfin, la responsabilité des collaborateurs. Exprimer ses besoins, être acteur. C'est peut-être un vœu pieux, hein, mais je pense qu'une partie de la solution passe par là. On ne peut pas tout attendre de la direction, on ne peut pas tout attendre de son manager. Il y a aussi un pas qu'on doit faire pour soi. C'est un petit peu comme dans le couple. On ne peut pas croire que l'autre est médium, qu'il peut deviner que vraiment on déteste quand il met le pot de dentifrice à cet endroit-là, dans la salle de bain. Non, il faut apprendre à le dire, à l'exprimer de manière constructive. Et ça semble simple dit comme ça, et pour autant, ça fait partie de ces grandes compétences qu'on n'a pas appris à l'école. Co-responsabilité. Je terminerai en vous disant, je vous ai dit en introduction, avec quelle vision du travail avez-vous grandi? Je vous ai dit que moi, c'était il faut travailler dur pour réussir. Ça s'appelle une croyance. Une croyance, on ne peut pas la couper, on ne peut pas la supprimer. Ce qu'on peut faire, c'est en créer une autre qui lui ressemble suffisamment pour qu'on se tende un piège à soi-même et qu'on l'arrose jour après jour pour que d'un coup, elle devienne plus grande, elle prenne plus de place dans notre tête et qu'on finisse par ne plus voir l'autre. Je sais pas vous, mais moi aujourd'hui, j'aime le travail. Fondamentalement, je suis entrepreneur, j'adore ça. Mais j'ai choisi de remplacer cette croyance par « il faut travailler intelligemment pour être heureux ». Merci.